Regardez bien ce logo. Cette spirale bleue. Il y a 10 ans, c'était un saut de qualité. C'était la promesse d'une aventure inoubliable. C'était la French Touch qui faisait trembler l'Amérique. Aujourd'hui, pour des millions de joueurs, ce logo est devenu synonyme de déception, de bugs, de promesses brisées. Les chiffres ne mentent pas, et ils sont terrifiants. En 2018, l'action Ubisoft valait plus de 100 €. En 2024, elle a frôlé les 10 €. Une chute libre de 90%. Des milliards de capitalisation partis en fumée. Comment la plus grande entreprise familiale de jeux vidéo au monde a-t-elle pu passer du statut de héros à celui de paria ? Est-ce la faute des joueurs trop exigeants ou est-ce le résultat d'une arrogance industrielle suicidaire ? De la Bretagne à Tokyo, en passant par la Bourse de Paris, voici l'autopsie d'un désastre. Bienvenue dans la fin de règne d'Ubisoft. Pour comprendre la haine actuelle, il faut se rappeler de l'amour d'avant. Ubisoft, c'est d'abord une histoire incroyable. Celle des 5 frères Guillemot partis du fin fond du Morbihan, en Bretagne, pour conquérir le monde dans les années 80. Dans les années 2000 et début 2010, Ubisoft est intouchable. Ils osent tout. La poésie avec Rayman, l'infiltration technique avec Splinter Cell, et bien sûr, le chef-d'œuvre absolu, Assassin's Creed 2. À l'époque, Ubisoft n'est pas une usine, c'est un atelier d'artistes. Souvenez-vous de Far Cry 3, quand le méchant Vaz vous expliquait la définition de la folie. C'était viscéral, c'était nouveau, c'était risqué. En 2016, quand le géant Vivendi de Vincent Bolloré tente de racheter Ubisoft de force, une OPA hostile, le monde entier soutient les frères Guillemot. Les joueurs crient « Laissez Ubisoft indépendant, sauvez la créativité française ». C'était il y a moins de 10 ans, mais on dirait un siècle. Car une fois sauvé, quelque chose s'est cassé. Le problème, quand on crée un succès planétaire, c'est qu'on a peur de le perdre. Ubisoft a arrêté de créer des jeux. Ils ont commencé à bâtir une formule. Une recette de cuisine qu'on applique partout pour rassurer les actionnaires. Monde ouvert gigantesque ? Check. Tour radio à escalader pour dévoiler la carte ? Check. 1000 coffres inutiles à ramasser pour gonfler la durée de vie ? Check. Que vous jouiez à Ghost Recon, The Crew ou Avatar, vous aviez l'impression de jouer au même jeu, juste avec un costume différent. On appelle ça l'ubification des mondes ouverts. C'est propre, c'est joli, mais c'est vide. Le premier avertissement a eu lieu en 2019. Retenez bien cette date. Ubisoft sort Ghost Recon Breakpoint. Sur le papier, c'est un hit. Dans la réalité, c'est une catastrophe. Le jeu est buggé, sans âme, et surtout, il est bourré de microtransactions dès le premier jour. Les joueurs se révoltent. Le jeu est un échec commercial total. Yves Guillemot est obligé d'admettre publiquement l'échec. Il promet de changer. Spoiler, ils n'ont rien changé. Mais la médiocrité des jeux n'est que la partie visible de l'iceberg. En 2020, une bombe médiatique explose. Le journal Libération et le site Numérama publient des enquêtes accablantes sur les coulisses d'Ubisoft. On y découvre un système de management basé sur la terreur, le harcèlement sexuel et moral, couvert par les RH pendant des années. Au cœur du scandale, l'équipe éditoriale, les génies qui valident tous les jeux. Des têtes tombent. Serge Ascoé, le numéro 2, le cerveau créatif derrière Assassin's Creed et Far Cry, est licencié. C'est une bonne chose pour la morale, mais c'est une catastrophe pour le business. Pourquoi ? Parce qu'il n'a jamais été remplacé. Depuis 2020, Ubisoft est un navire sans capitaine. Des centaines de développeurs seniors, dégoûtés par l'ambiance ou fatigués par la bureaucratie, ont démissionné. Les talents qui ont codé vos jeux préférés, ils sont partis chez la concurrence. Il ne reste que des équipes juniors, mal encadrées, à qui on demande de faire des miracles. Et quand on n'a plus d'idées, que fait-on ? On cherche l'argent. Ubisoft a transformé ses jeux en supermarché. Vous avez payé 70 voire 80 € votre jeu ? Ce n'est pas assez. Il faut acheter le skin, le boost d'XP, le Season Pass. Ils ont même ajouté des publicités dans les menus des jeux. Mais le sommet du cynisme est atteint avec Ubisoft Quartz, les NFT, rappelez-vous.
Ils ont essayé de nous vendre des numéros de série uniques sur des casques virtuels. La réponse d'Internet a été unanime, un rejet total. 95% de dislikes sur la vidéo YouTube. Mais au lieu d'écouter, les dirigeants ont répondu dans la presse. Les joueurs ne comprennent pas l'intérêt, ils ne voient pas le futur. Ce mépris a laissé des traces indélébiles. Quand vous traitez vos clients d'idiots parce qu'ils refusent de se faire tondre, ne soyez pas surpris quand ils arrêtent de venir chez vous. Le drame d'Ubisoft, c'est aussi que le monde a changé autour d'eux. Pendant qu'Ubisoft perfectionnait sa recette industrielle, d'autres studios ont pris des risques. Regardez Elden Ring, regardez Baldur's Gate 3, regardez Black Myth Wukong. Ces jeux ont prouvé qu'on pouvait vendre des millions d'exemplaires sans microtransactions, sans tenir le joueur par la main, sans interface surchargée. Ils ont prouvé que les joueurs voulaient de l'aventure, pas une liste de corvées. Face à ces géants, les mondes ouverts d'Ubisoft, comme celui de Star Wars Outlaws, paraissent datés, vieux, fatigués. L'IA des ennemis est digne de 2010. Les animations faciales sont rigides. Ubisoft ne fait pas de mauvais jeux, ils font des jeux moyens. Et en 2025, moyen, c'est mortel. Et nous voilà aujourd'hui. L'accumulation de 10 ans d'erreurs. Skull and Bones, un naufrage. Vendu 80 €, qualifié de quadruple A par la direction, devenu la risée du web. Star Wars Outlaws, des ventes décevantes qui ont fait plonger la bourse. Et l'espoir final, Assassin's Creed Shadows. Le Japon féodal. C'était le jeu le plus attendu depuis 15 ans. Mais la communication est catastrophique. Polémique historique, précommande faible. Ubisoft panique. Ils annulent leur présence au Tokyo Game Show à la dernière minute. Ils repoussent le jeu. En interne, c'est le chaos. Grève en France pour les salaires, rumeurs de rachat. L'ironie est cruelle. 10 ans après s'être battu pour rester indépendant face à Vivendi, la famille Guillemot pourrait être obligée de vendre son bébé au géant chinois Tencent pour sauver les meubles. Pourtant, ce serait une erreur monumentale d'enterrer Ubisoft trop vite. Pourquoi ? Parce que peu d'entreprises au monde sont assises sur un tel tas d'or. Ubisoft, ce n'est pas qu'une usine, c'est le gardien de nos meilleurs souvenirs. Ils ont Splinter Cell, ils ont Prince of Persia, ils ont Rayman, ils ont Beyond Good and Evil, ils ont Assassin's Creed, Far Cry et tant d'autres licences iconiques. Ils ont des univers incroyables, des directions artistiques qui, quand elles sont libres, sont parmi les plus belles du marché. Le talent technique est là, les artistes sont là. Le moteur Snowdrop est un bijou. Le problème, c'est la boussole. Pour se sauver, Ubisoft doit faire une chose très simple, mais très difficile pour une multinationale. Revenir aux fondamentaux. Il faut arrêter de vouloir cocher des cases. Une grande partie de la communauté ne rejette pas l'inclusion, elle rejette le prêche. Les joueurs ont le sentiment qu'Ubisoft essaie de faire de la politique avant de faire du divertissement. Quand l'idéologie, ce que beaucoup appellent le woke ou le forcing sociétal, prend le pas sur la cohérence historique ou la qualité d'écriture, l'immersion se brise. Le débat violent autour de Yasuke dans Assassin's Creed Shadows en est la preuve. Qu'on soit pour ou contre, le résultat est le même. Le jeu est devenu un champ de bataille politique au lieu d'être une promesse d'aventure. Les joueurs ne payent pas 80 € pour être éduqués ou moralisés. Ils payent pour s'évader, pour rêver. Si Ubisoft range ses tableaux Excel, brûle ses checklists politiques et laisse ses artistes créer des jeux fun et authentiques, ils peuvent redevenir les rois du monde en un an. La question n'est pas « peuvent-ils le faire ?». La question est « vont-ils écouter ?» L'avenir d'Ubisoft se joue maintenant, dans les 12 prochains mois. S'ils continuent d'être sourds aux critiques, le rachat par Tencent ou un démantèlement semble inévitable. Mais s'ils retrouvent leur âme de rebelles bretons, tout est possible. Et vous ? Si vous étiez à la place d'Yves Guillemot aujourd'hui, quelle serait votre première décision ? Relancer Splinter Cell ? Arrêter la politique dans les jeux ? Ou tout vendre aux Chinois ? J'ai hâte de lire vos solutions dans les commentaires. C'est souvent là que se trouvent les meilleures idées.
Si cette enquête vous a plu, laissez un pouce bleu pour soutenir la chaîne et abonnez-vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. À bientôt.